Eh ben, bienvenue pour cette conférence sur les traces d'Hercule. On vous présente une conférence sur la mythologie des 12 travaux d'Hercule. Et cette conférence, du coup, c'est en référence avec des textes qui ont déjà été écrits, déjà été travaillés, et notamment, du coup, par Patrice et Frédéric Brasseur, qui ont écrit un livre qui s'appelle Où va le monde sur les traces d'Hercule. Donc ça, c'est déjà inspiré par un autre livre d'Alice Bailey qui a parlé des travaux d'Hercule. Donc ça, cette, ces écrits reprennent une trame qui est le développement de la conscience. C'est-à-dire qu'on est, dans les travaux d'Hercule, on va suivre un disciple, Hercule, qui est sur un chemin d'évolution de conscience. Donc, ça demande un prérequis, c'est-à-dire que la conscience est présente partout. Euh, on présuppose que toute vie est en mouvement et est animée par une conscience. Donc, on va commencer par introduire qu'est-ce qu'un mythe. Donc, un mythe, c'est le récit d'un personnage qui est raconté par un sage ou quelqu'un qui est des personnes qui ont parcouru différentes étapes sur leur chemin de vie et qui, arrivés à un certain degré de maturité, essayent de nous retranscrire ce qu'ils ont pu vivre, au sein de leur conscience. Donc elles vont nous partager certaines épreuves à franchir que l'humanité a à parcourir et que nous parcourons tous en tant qu'individus. Donc cette lecture des mythes, elle est symbolique et on va voir qu'il y a autant d'interprétations des mythes qu'il y a d'états de conscience différents. Donc un mythe, ça peut être aussi du coup fondateur d'une société parce que ça va permettre de s'approprier des notions et de pouvoir vivre ensemble par la suite. Donc nous allons nous intéresser au mythe d'Hercule, donc à travers ces 12 travaux. Donc qui est Hercule? Donc Hercule, c'est un personnage qui a déjà accompli dans sa vie un certain nombre d'exploits. C'est un fils de Dieu, donc de Zeus, et d'une mortelle, Alcmène. Et donc il a une force assez importante, il a été éduqué aux arts de la guerre, aux arts de la science, à la médecine, il est très cultivé. Et en plus, il est très fort, il a un corps d'athlète, et ça lui permet d'avoir une grande renommée parce qu'il est capable d'accomplir des exploits que d'autres hommes ne sont pas en mesure de pouvoir réaliser. Et fort de cette forte personnalité, il arrive à un moment où du coup, il va essayer de servir davantage l'humanité. Donc il se reconnaît à ce moment-là à la fois comme mortel et immortel, étant fils de Dieu, fils de Zeus. Il reconnaît ses propres imperfections et ses propres défauts qui l'ont amené dans certains travaux ou dans certains actes qui sont pas forcément recommandables. Et donc il cherche à être un peu plus passeur d'amour et d'intelligence pour avancer vers de plus justes relations au sein de l'humanité qui le côtoie. Donc à ce point de bascule, à ce point de questionnement, il va aller voir la Pythie, celle qu'on appelle la Pythie, c'est la diseuse d'oracle, donc dans le temple de Delphes, à Athènes. Et là, il lui demande quoi faire pour pouvoir servir davantage. Et c'est elle qui va lui dire d'effectuer 12 travaux à la gloire d'Héra, qui symbolise donc son aspect immortel, que l'on appelle l'âme. Donc, 12 travaux, ça nous indique un rapport avec les 12 signes du zodiaque. Donc, chaque travaux va être un passage à franchir qui va être symbolisé par une porte que son instructeur va ouvrir à Hercule. Et cette porte, c'est comme l'avancée vers un nouvel état de conscience, une nouvelle perception du monde, tant intérieur qu'extérieur, qu'Hercule va devoir découvrir. Donc il y a une porte pour 12 travaux, pour chaque travaux, comme les 12 signes du zodiaque. Donc chaque signe, du coup, on va pouvoir le voir comme une porte énergétique. Donc là, il ne s'agit pas simplement d'horoscope ou de thème astral, mais c'est de voir que
dans l'astrologie, on va percevoir le mouvement des astres, des planètes, qui vont venir influencer la Terre et l'humanité dans son ensemble, et ainsi chaque mois amener une proposition d'évolution à l'ensemble des humains. Et c'est ce qu'on va retrouver dans les 12 travaux d'Hercule. Donc chaque mois, une nouvelle porte sur une nouvelle possibilité d'évoluer et de nous transformer avec des épreuves à dépasser. Donc, quelle que soit la personne que nous sommes, on a tous éprouvé certaines difficultés et qu'on a rencontrées au cours de notre vie. Et ces difficultés vont nous montrer finalement ce chemin d'évolution de conscience. Donc Hercule, au travers de ses 12 travaux, va nous montrer les crises que l'on a à traverser et des leçons que l'on a à en tirer. Et donc c'est en réussissant à tirer les enseignements de nos épreuves, qu'elles soient un échec ou une réussite, que l'on va réussir à progresser sur le chemin. Et comme Hercule, lui, qui avance sur ce chemin et qui réussit ses épreuves, il devient ce chemin et du coup, il devient un instructeur mondial pour le reste de l'humanité. Donc, mais avant ça, Hercule, c'est un chercheur, comme nous, un chercheur de vérité, et qui va se consacrer, du coup, à ce service. Et il va lutter dans le passage de sa conscience, d'abord centrée sur lui, égocentrique, à une conscience plus globale, une conscience de groupe, en rapport avec l'âme. Donc dans cette conférence, du coup, on va étudier le 5e travail qui est en rapport avec le lion de Némée. Donc le lion symbolise la personnalité. Et souvent, le lion, ça symbolise une forte personnalité. C'est le roi de la jungle, c'est celui qui dirige les autres animaux. Donc on va dans un premier temps, un peu s'attarder sur qu'est-ce qu'une personnalité. On va voir le rapport qu'entretient la personnalité avec l'âme, donc la conscience d'ensemble, qui est là pour insuffler un air nouveau à la personnalité. On va voir les 3 qualités fondamentales qui sont présentes en l'âme, donc que ce soit la volonté, l'amour et l'intelligence. On étudiera ces qualités et on va essayer de reconnaître comment est-ce que la personnalité s'approprie ces qualités pour elle-même. Et du coup, elle en fait une déformation qui devient nocive et qui va être à réorienter. Donc on va voir comment Hercule s'y prend pour ce transfert d'une volonté personnelle à une volonté impersonnelle, une volonté de l'âme. Alors commençons et revenons sur Hercule. Donc Hercule, au cours de ses précédents travaux, donc là on est au 5e travail, je ne vais pas décrire les différents travaux qui sont passés auparavant, mais il y en a eu 4 donc, et au cours de ces travaux, il a appris à discerner entre la voix de sa personnalité et la voix de son âme. Mais aujourd'hui, il est temps pour lui de cesser ce bavardage incessant entre les deux. Parce que c'est comme s'il joue avec les 2 faces de cette pièce sans trancher et dire bon ben je me donne que à l'une, enfin je me donne à l'une et pas à l'autre. Il n'arrive pas à trancher. Il voit les deux et du coup il est dans ce ballottement entre ces 2 faces, la voix de son âme et la voix de sa personnalité. Donc c'est important parce que la voix de l'âme, elle est tournée vers un plan d'ensemble, alors que la personnalité, elle est tournée vers les intérêts personnels. Donc pour cela, pour affirmer son choix, il va devoir combattre le lion de Némée, qui symbolise du coup l'affirmation de la volonté personnelle. Donc il nous faut définir qu'est-ce que c'est que la personnalité. Donc la personnalité, c'est pour ça que j'ai écrit ce schéma-là. La personnalité, en fait, elle est constituée de 3 corps. Donc le corps physique, le corps émotionnel et le corps mental. Et ces 3 corps, qui se construisent de l'enfance à l'adolescence, jusqu'à l'âge adulte, il va falloir les aligner. Il va falloir qu'ils soient coordonnés pour constituer ce qu'on appelle la personnalité.
Et donc, ce que ça va engendrer avec cette coordination, c'est que il va y avoir une activité créatrice par cet ensemble-là. Donc la personnalité va toujours amener une créativité, quelque chose de nouveau, que ce soit à son travail, que ce soit chez elle, qu'on soit chez soi ou ailleurs, mais on amène du neuf. La personnalité, elle ne se contente pas de répéter les choses telles qu'elles sont. Quand elle est coordonnée, elle va amener quelque chose de nouveau. Donc une activité créatrice. Et donc, ce qui est important, c'est cette coordination, cette créativité, et du coup, ça marque les compétences de la personnalité. Et il y a un autre élément qui est important aussi pour la personnalité, c'est sa capacité à faire des plans. C'est-à-dire que là, il ne faut pas confondre les désirs personnels et les plans que vont que vont affirmer la personnalité. C'est-à-dire que les désirs, ça vient du corps émotionnel, et du coup, ça peut être des passions, ça nous pousse à agir, ça nous pousse à atteindre quelque chose, mais sans forcément avoir un résultat. Alors que la personnalité, elle n'est pas dans le plaisir, elle est dans le « je veux ». Donc, cette volonté l'amène à concrétiser une action bien précise, et pour cela, elle va se servir justement des 3 corps qui la constituent. Donc sa vie professionnelle, sa vie maritale, sa vie intellectuelle va être dirigée dans un sens bien précis. Donc là, la qualité qui est présente dans la personnalité, c'est l'orientation. Elle est orientée. Si ce n'est pas le cas, eh ben, on va être dans le petit moi. Le petit moi, c'est cette petite personnalité qui a ces 3 corps, mais qui ne sont pas dirigés et alignés selon une volonté bien précise. Du coup, ça donne quelque chose comme un corps physique qui veut faire une activité physique, sportive, à tel moment. Un corps émotionnel, lui, qui a besoin de s'enrichir avec une passion ou un plaisir à assouvir. Un corps mental qui va, lui, plutôt penser à quelque chose d'intellectuel, à lire ou une réflexion mentale. Et pas forcément dans un but coordonné. Ça peut partir dans tous les sens. Et on voit que c'est différent. Quand on est dans ce petit moi, on n'est pas dirigé par un sens précis dans notre vie, du coup on se laisse balloter. On se laisse balloter au gré du vent et on va là où ça nous porte, là où ça nous chante. Donc on n'a pas de direction précise à suivre et on ne sait pas où la vie nous mène. Donc cette personnalité, elle va se développer, et là il y a quelque chose d'important, ça va être le rôle du mental dans le développement de la personnalité. Donc, car c'est le mental qui va arriver à prendre en main ces différents corps, surtout au niveau du corps du désir émotionnel, qui va arriver à le diriger selon un but bien précis. Mais il faut un certain temps, en général, pour arriver à affirmer une personnalité. Ça ne se fait pas en un claquement de doigts. On le voit dans la vie, les personnalités, en général, elles n'arrivent pas à maturité avant 30 ans. On a une personnalité qui s'affirme, en général, au bout d'un certain temps. Donc, pour cela, il faut déjà avoir reçu une éducation, et donc une éducation mentale. Donc, aujourd'hui, on voit l'importance de l'éducation scolaire pour développer le corps mental. Donc, que ce soit par la réflexion, que ce soit des mathématiques, que ce soit des cours de littérature, des dissertations, il y a tout ce travail mental. Donc, on a vu ces différents aspects de la personnalité, donc quelque chose qui est coordonné, la créativité de la personnalité et l'aspect volonté. Et on voit que c'est l'aspect volonté qui va amener à diriger les compétences de la personnalité. Et du coup, on va pouvoir se poser la question, je mets mes compétences au service de quoi? Et du coup, au nom de quelle volonté? Donc, c'est à ce moment-là qu'on se rend compte que les personnalités, les fortes personnalités, ont des postes de direction, que ce soit dans les entreprises, que ce soit en politique. Il n'y a pas de personne qui a une direction si elle n'a pas une personnalité bien construite et du coup une volonté d'affirmer un but et d'y aller.
Alors bien sûr, on voit qu'il y a de plus en plus de personnalités qui s'affirment aujourd'hui. Donc on ne le voit pas seulement justement en politique ou dans les entreprises, on le voit partout sur les réseaux sociaux, dans nos vies quotidiennes. Et, c'est beaucoup plus présent qu'auparavant. Aujourd'hui, le développement de la personnalité, c'est un fait de société, on va dire, et c'est très présent. Donc on en arrive à des sociétés où le lion domine au niveau de l'individu et donc la société entièrement devient lion. On a des sociétés dominées par la personnalité. Donc ça prend de plus en plus d'importance et ça peut poser problème. Ça peut poser problème parce que du coup, on pense qu'aujourd'hui, environ la moitié de la population mondiale a développé sa personnalité. On imagine s'il y a les 3 milliards de personnes qui ont développé leur personnalité. Qu'est-ce que ça va donner? Eh bien, ça donne, dans une société qui a développé la compétition, que chacun va vouloir affirmer son point de vue, avoir sa réussite personnelle, et peut-être au détriment des autres. Donc du coup, on va se combattre les uns les autres pour notre propre réussite. Donc là, on comprend que cette société égoïste, on ne voit pas forcément le sens que ça a, si ce n'est de se mettre chacun les uns sur les autres. Donc c'est là qu'on se pose la question, mais où va le monde? Donc on peut prendre l'exemple aussi que quand aujourd'hui on s'est construit une forte personnalité, on a un cap, et du coup on va voter pour des gens qui nous ressemblent. Donc du coup, quelqu'un qui a une forte personnalité où le lion domine. Et ça, on le voit principalement du coup, chez nous en politique, où on voit que dans chaque parti, c'est la règle du lion qui domine. On a toujours un représentant qui est élu ou qui est chef de parti et qui se prend pour le candidat le meilleur, le plus fort et celui qui va résoudre tous nos problèmes. Et on va voter pour lui parce qu'en fait, on est pareil dans notre quotidien. On est une forte personnalité et qui dirige sa vie, qui fait son œuvre, bon, du coup, on vote pour quelqu'un qui fait la même chose. Donc il y a une logique dans cette représentation. Ça ne sort pas du hasard. Parce qu'on est vraiment sûr à ce moment-là que c'est grâce à cette forte personnalité que le monde va bouger. Alors ça peut faire peur si on pense que du coup on est arrivé à un summum, on est arrivé au sommet de l'évolution. Que la personnalité, la construction de la personnalité, c'est le but final. Heureusement, quand on pense en termes d'évolution de conscience, on voit que l'étape de la conscience individuelle, c'est juste une étape. C'est pas un but, enfin c'est un but en soi, mais c'est pas la fin. Donc on peut commencer à être sensible à la prochaine étape qui va être l'émergence d'une conscience de groupe. Et ça, on peut aussi le reconnaître, du coup on va rester sur la politique, c'est que donc, même si ce n'est pas à grande échelle, c'est à plus petite échelle, on va le voir que certains représentants élus se considèrent plus comme le chef ou celui qui va diriger l'ensemble du groupe, mais un représentant parmi d'autres au sein du groupe. Et du coup, il va se sentir d'égal à égal avec les membres du groupe avec lesquels il va échanger, discuter et partager des décisions. Et on le voit, dans certaines communes, c'est plus un individu qui se présente, mais c'est des groupes qui se présentent. Donc après, ils choisissent pour eux un représentant pour la fonction de maire ou autre, mais du coup, c'est symbolique. C'est pas, dès le départ, cette personne qui nous représentera. C'est choisi après que le groupe soit élu. Et on a l'exemple par exemple, la grande ville de Poitiers, où ils ont mis ça en place. On a d'autres des villages aussi qui commencent à mettre ça en place pour les élections municipales. Donc, reconnaître cette émergence de la conscience de groupe, c'est voir cette dynamique d'évolution de la conscience, et on va parler là d'une dynamique d'involution et d'évolution de la conscience. C'est-à-dire qu'on va avoir une involution jusqu'au développement d'une personnalité, un égoïsme, pour affirmer une volonté personnelle, pour ensuite aller vers l'émergence, vers la conscience de groupe, où cette volonté personnelle va se réorienter vers une volonté d'ensemble. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec le travail d'Hercule.
Avant de revenir sur le travail, on va préciser aussi par rapport à cette émergence de conscience de groupe que dans un premier temps, ce que l'on fait quand on se réoriente au niveau de sa volonté, on veut sortir de l'égoïsme, c'est qu'on a pris conscience de quelque chose de plus global, d'un intérêt global, d'un intérêt collectif. Et à partir de ce moment-là, on va essayer d'agir à l'extérieur pour changer les choses. Donc on va se mettre dans des mouvements, des associations, et on va rencontrer d'autres personnalités, et on va mettre nos compétences au service d'intérêts collectifs, de plans collectifs. Donc on le voit au travers de multiples ONG ou d'associations qui travaillent sur l'écologie, sur la santé, sur la nourriture pour tous. Bref, on cherche à faire le bien pour l'humanité. On va voir pour d'autres encore, l'émergence de la conscience de groupe, ça se traduit par la personnalité, ça doit être l'outil au service de l'âme. Donc l'âme, on le considère à ce moment-là comme étant pur amour, donc complètement immatériel. Mais par contre, cet amour, on le voit comme cherchant à être incarné sur Terre. Mais du coup, si l'âme est complètement immatérielle, comment est-ce qu'elle peut s'incarner sur Terre? C'est là qu'intervient le rôle de la personnalité. Donc, on voit que la personnalité doit être l'outil qui permet à cet amour de pouvoir s'incarner sur Terre. À travers le corps mental, le corps émotionnel, le corps physique, on a une personnalité qui amène l'amour de l'âme sur tous les plans denses de la matière dans laquelle on vit. Alors à chaque fois qu'une personnalité va se développer, elle a son propre plan, elle affirme une puissance personnelle, une volonté parfois implacable. Et parce qu'il y a une volonté vraiment de réussir jusqu'au bout ce qu'elle entreprend. Et ça, on pourrait dire que c'est pas à rejeter, ça fait partie d'un plan d'évolution, mais dans une vision globale, dans une vision de l'évolution de la conscience. Car on ne va pas pouvoir servir une volonté d'ensemble si on n'a pas développé d'abord une volonté personnelle. Et c'est ça qui va être important à comprendre, parce que d'un premier abord, ça peut paraître complètement paradoxal. De dire qu'on vit dans un monde où du coup le développement de la volonté personnelle va être dans l'affirmation d'un propre but, de son propre but, de sa propre réussite, et qu'on voit comment ça peut être nuisible aujourd'hui, mais si on le réintègre et on le restitue dans un plan global, on voit que c'est nécessaire pour pouvoir ensuite affirmer un plan d'évolution globale, une volonté d'ensemble. Donc on voit là cette construction et cette société Lion comme un intermédiaire nécessaire pour qu'ensuite la volonté de l'individu puisse servir le groupe. Donc on a fait un petit panorama de ce que représente la personnalité, donc consacrée à elle-même et ensuite qui se tourne vers l'ensemble. Donc on va pouvoir parler maintenant du travail d'Hercule. Donc il faut savoir que Hercule, il a déjà tué un lion. Donc ce n'était pas dans ses travaux, c'était déjà avant. Et ce premier lion qu'il a tué, c'était le passage où du coup il montrait qu'il affirmait sa propre personnalité. Et donc il avait dépecé le lion et puis mis la peau du lion sur son dos. Et il affirmait qu'il était une personnalité et qu'il avait sa volonté, sa direction. Mais aujourd'hui, on a vu qu'Hercule, il est passé sur un autre chemin où là, il reconnaît vouloir servir l'humanité et non plus ses propres affaires personnelles. Et donc il est sur le chemin du disciple. Et pour ça, il va falloir qu'il comprenne ce qui se passe au-delà de la personnalité. Et c'est le travail que nous propose cet autre lion, le lion de Némée. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que dans ce travail, où il va falloir tuer le lion, il ne va pas falloir tuer la personnalité. La personnalité, on l'a vu tout à l'heure, c'est l'outil de l'âme. Il ne faut absolument pas la tuer, ce n'est pas du tout le but. Car aussi développé qu'on peut être en conscience, on aura toujours besoin d'une personnalité pour pouvoir rayonner dans le monde, pour pouvoir agir dans le monde. Sans personnalité,
on est comme l'âme, on est complètement immatériel et on n'a pas de moyens d'action dans le monde physique que nous vivons. Alors qu'est-ce qu'il va falloir tuer? Eh bien, il va falloir tuer la volonté personnelle. On va voir comment est-ce qu'on va pouvoir éliminer cette volonté personnelle. Alors ça va être difficile parce qu'il va falloir réorienter sa vision personnelle vers un plan global. Et cette difficulté, on ne s'en rend pas toujours compte de la difficulté que ça représente. Il faut bien déjà voir qu'on va pouvoir faire ce travail à partir du moment où on a une dualité qui s'est installée au sein de notre propre conscience. On ne peut pas faire ce travail d'éliminer cette volonté personnelle si on est dans cette construction de personnalité où on doit affirmer son propre but. Car on voit à ce moment-là que la volonté personnelle, ce n'est pas quelque chose de mauvais en soi, c'est quelque chose qui est constructif. Mais par contre, à un moment donné, on va se poser la question, est-ce que ça fait toujours sens de servir cela? Et là, c'est qu'il y a quelque chose en nous, une volonté globale ou une ouverture de conscience qui nous amène à nous poser question. Et du coup, à quelle volonté est-ce que je souhaite servir? Donc ça va nous demander pour ça de remonter aux causes à l'origine des effets. Car on a tendance, et on l'a vu tout à l'heure, à apporter des solutions pratiques aux problèmes du monde d'un point de vue formel. Et quand on fait ça, on va répondre par notre propre volonté personnelle. Donc on va chercher à amener des solutions par rapport à ce que nous, on considère être juste pour l'ensemble. Et là, ça va nous demander de nous sortir de cette réactivité, de cette réponse aux effets, pour essayer de comprendre les causes qui en sont à l'origine. Donc ça va nous demander d'aller voir au-delà de nos partis pris. Et ça va nous demander d'essayer de remonter à cette conscience globale pour essayer de percevoir le plan qu'il y a à l'arrière-plan des apparences. Donc, parce qu'il faut bien comprendre que l'âme, elle n'est que des qualités, que des énergies subtiles. Et du coup, elle qualifie le monde des formes en s'incarnant à travers la personnalité. Ça va être essayer de servir des qualités sans les déformer, sans les reprendre personnellement. Et c'est ce qu'on va voir avec Hercule. Alors, on se retrouve au début du 5e travail. Donc pour ce 5e travail, on est avec le grand être. Donc le grand être, c'est celui qui supervise tout le plan d'évolution de conscience. Et il parle à l'instructeur d'Hercule. Donc il lui dit, bon, Hercule, il a bien avancé sur son chemin, et il est temps, ses premiers travaux étaient, on va dire, assez simples, il a bien réussi, il est temps qu'il franchisse cette 5e porte. Et il prévient l'instructeur que ça va être un travail un peu plus difficile que les précédents. Donc il le prévient qu'il lui faut ramener toutes ses armes. Parce qu'il va avoir besoin d'être bien équipé pour la suite de ce travail. Donc il lui dit qu'il polisse son bouclier, qu'il aiguise son épée, qu'il trempe ses flèches dans son poison. Alors Hercule écoute son instructeur, il se prépare. Et son instructeur lui dit qu'il va falloir aller tuer le lion qui sévit dans la région de Némée. Alors c'est un lion là gigantesque, ce n'est pas le petit lion qu'il avait déjà tué. Il est très très fort, beaucoup plus important en stature que n'importe quel autre lion, et il est absolument invincible. Et là il règne sur tout le pays de la région de Némée. Donc les habitants, ils sont complètement pétris de peur, ils ne savent plus quoi faire. Donc la seule chose qu'ils arrivent à faire, c'est à se terrer chez eux. Et ils ne peuvent pas empêcher le carnage du lion qui est dans la région. Donc l'instructeur demande à Hercule, est-ce que tu veux les aider? Donc Hercule répond par l'affirmative sans hésiter. Et il s'engage dans la direction de Némée. Et là son instructeur lui dit, mais Hercule, tu as préparé toutes tes armes, emmène-les. Et là Hercule, il sent que non. Non, je ne vais pas prendre mes armes, je ne pense pas en avoir besoin. Il a une espèce d'intuition qui lui dit que ça va plus l'encombrer qu'autre chose, le gêner dans son travail. Donc il emmène quand même uniquement son arc et ses flèches et sa massue.
Donc sa massue, c'est l'arme qu'il s'est fabriquée de lui-même et qu'il aime bien. Donc il arrive à Némée, et là il trouve toutes les habitations qui sont closes. Alors naturellement, quand les gens ils voient Hercule arriver, ben, ils ouvrent leurs portes, ils l'accueillent, ils sont enchantés, même s'ils sont complètement apeurés. Et il leur raconte les faits sur le lion, et Hercule leur demande, mais du coup, où est-ce qu'il est ce lion? Allons chercher ce lion. Et là, il entend les habitants, il entend la version de chacun des habitants, et il se rend compte que ben, le lion, il est partout à la fois. Du coup, Hercule ne sait pas où donner de la tête. Alors, il va aller le chercher, il va partir. Et là, les habitants le regardent partir, ils lui disent mais t'es complètement fou, enfin, tu vas pas aller chercher le lion là avec tes petites flèches ou avec ta petite massue, tu te rends pas compte de ce qui t'attend là-haut, quoi. Mais Hercule ne les écoute pas et il avance. Alors il y a quand même quelques téméraires de la région qui vont le suivre un peu de loin pour essayer de voir ce que va faire Hercule. Et Hercule sent qu'il ne va pas falloir chercher à tel ou tel endroit, mais qu'il va falloir aller chercher directement dans son repère. Et qu'il sent que c'est certainement là-bas qu'il va falloir aller le combattre. Donc il avance, et donc il commence à grimper la colline, et il entend quelques rugissements. Donc du coup, il s'approche dans la direction, et il se retrouve devant le lion. Donc là, le lion, il voit quelqu'un, donc là, il se met à rugir, un énorme rugissement, ce qui fait partir tous les habitants qui suivaient derrière Hercule. Mais Hercule, lui, ben, il ne bouge pas, impassible, et même il va commencer à prendre ses flèches et tirer des flèches sur le lion. Et ben rien. Les flèches, elles rebondissent sur la peau du lion. Alors Hercule, il en tire d'autres, il essaie de bien viser à des endroits un peu précis. Rien n'y fait, il use toutes ses flèches, le lion n'a rien. Alors bon, il est un peu étonné, mais le lion aussi est un peu étonné parce que du coup il se dit mais c'est quoi cet humain qui m'attaque alors que d'habitude tout le monde fuit en courant à ma vue. Et donc le lion s'approche un peu plus et puis va rugir un peu plus fort, plus près d'Hercule. Bon, Hercule ne se laisse pas du tout impressionné, il prend sa massue, il saute sur le lion et il l'assomme avec sa massue. Et là, surprise, le lion n'a toujours pas bougé, rien, alors, il est un peu assommé. Un peu surpris aussi que cet individu vienne toujours au plus près de lui. Et par contre, la massue, Hercule, il l'a complètement explosée, elle a complètement cassé sur la tête du lion. Du coup, Hercule se retrouve sans arme. Il n'a plus ni de massue, ni de flèche. Alors, le lion, il est un peu, on va dire, surpris et il va rebrousser chemin, il va rompre le combat. Il ne va pas aller plus loin et il va repartir dans sa colline et du coup laisser Hercule en plan. Et du coup, il voit le lion disparaître et le lion n'est plus vu ni entendu. Alors on pourrait se dire que le travail s'arrête là. Alors on va essayer d'interpréter ce premier passage du récit à l'aune de ce passage entre la volonté personnelle qu'on a parlé tout à l'heure vers ce transfert vers la volonté globale. Alors déjà, on va parler du symbole des armes. Donc, parce que le récit, il insiste beaucoup sur les armes d'Hercule. Il y a d'abord le grand être, ensuite l'instructeur, ensuite les habitants de Némée. Tout le monde recommande à Hercule de prendre ses armes. Mais Hercule, lui, il en a que faire parce qu'il sent bien que ça va pas l'aider et que ça peut même l'encombrer. Mais il emmène quand même ses flèches et sa massue. Alors ces flèches, on a expliqué, parce que dans son précédent travail, il avait utilisé son arc et ses flèches pour capturer la biche de Cérinée. On le voit aussi dans le symbole du Sagittaire, qui tire une flèche au loin. Les flèches, ça symbolise toujours l'aspiration. Donc c'est la symbolique de l'aspiration personnelle qu'il y a, donc là pour Hercule, à devenir plus sage, plus éveillé, on va dire plus spirituel, ou plus élevé en conscience. Et donc, c'est ce qui lui permet de mettre tout en œuvre pour atteindre le but qu'il s'est fixé.
Et donc les flèches, ça va symboliser les moyens qu'il va pouvoir mettre en place pour arriver à ses fins. Quant à sa massue, c'est sa volonté personnelle. C'est la puissance qu'il va pouvoir mettre en place aussi pour arriver. Mais on le voit, ni ses flèches, ni sa massue ne viennent au bout du lion. Donc autrement dit, ni la volonté personnelle, ni l'aspiration ne peuvent venir à bout de la personnalité. Donc on voit bien ici que on a tous en nous-mêmes, quand on est centré sur nous-mêmes, on a des buts qui sont éclairés ou des actions à mener qui sont bonnes pour le monde. Mais aussi engagés que nous sommes, c'est toujours notre volonté personnelle qui va mener la barque. Et on le voit ici, cette volonté personnelle, c'est pas comme ça que ça marche pour passer à un autre état de conscience. Donc c'est là où on pourrait faire le parallèle avec le dicton « l'enfer est pavé de bonnes intentions ». C'est-à-dire que tant qu'on reste cloîtré sur notre pensée personnelle, qu'on envisage le monde à l'aune de notre parti pris, de notre point de vue, on reste en enfer, c'est-à-dire dans un monde qui est divisé, où chacun a ses bonnes intentions, mais où toutes ces intentions, elles se confrontent entre elles. Donc on reste à ce moment-là dans la compétition et dans l'enfer. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Hercule, il nous enseigne, en utilisant ses armes et puis en laissant dans un premier temps ses premières armes, son bouclier, son épée et puis les autres, et en cassant ses flèches et puis sa massue, qu'il faut se désarmer. C'est-à-dire qu'il faut un lâcher-prise au niveau de la personnalité. Donc tout ce qui vient de nos pensées personnelles, ça va plus être nocive que ça va nous aider à avancer. Alors on pourrait croire que la situation dans laquelle se trouve Hercule, maintenant, le lion étant parti, que la volonté personnelle a disparu. Eh bien non, ça ne va pas être ça. Ça ne va pas être aussi simple. On peut voir aujourd'hui que dans le monde dans lequel on vit, il y a beaucoup de formations qui existent et qui vont nous donner des méthodes ou des astuces pour pouvoir essayer de passer vers un peu plus d'impersonnalité, d'être un peu plus bienveillant. On reconnaît qu'au niveau de notre volonté personnelle, on n'est pas toujours bien, on arrive à faire du mal à d'autres, et du coup on essaye de changer. Et on voit qu'on essaye toujours telle astuce, tel problème, on essaye de canaliser nos colères à certains moments, où on essaye de réagir différemment par rapport à tel danger. Alors ça peut marcher, ça va marcher une fois, 2 fois, mais après on voit que ça revient et ça recommence de plus belle. Donc là on voit que le lion est parti se cacher, il est juste caché, mais il va revenir à un moment où on ne s'y attend pas. Alors que faire? Hercule, il ne va pas faire 2 fois le même travail. Donc c'est là où il va se réaligner à ce qu'il avait pensé dès le départ, c'est qu'il va falloir aller chercher le lion à son repère. Il va falloir remonter à la source. Donc pour ça, il ne va plus écouter les villageois qui lui disent « Mais va voir le lion, il est par là, va voir le lion, il est là-bas ». Non, il va aller voir tout en haut, là où le lion a son repère. Alors reprenons le récit. Hercule, il monte sur la colline et il cherche le repère du lion. Et il trouve une entrée dans la roche. C'est une caverne. Il y a une caverne où le lion habite. Et il entre et il entend bien le lion qui rugit à l'intérieur. Alors il avance dans cette caverne, et puis il se retrouve dehors. Il se retrouve dehors parce que c'est une caverne à double entrée. Donc le lion s'est encore sauvé, il est parti par la sortie de secours, enfin la deuxième sortie. Et du coup, c'est embêtant parce que Hercule, du coup, il voit que le lion joue avec lui. Donc il a une idée. Puisque le lion refuse le combat, on va essayer de le chercher autrement. Donc il revient à sa première entrée, et là, il avait vu des branches d'arbres et puis des troncs. Il va s'en servir pour boucher l'entrée, boucher cette première entrée, de manière assez bien faite pour que le lion, qui est assez costaud quand même, ne puisse pas déboucher cette entrée. Et là, il retourne de l'autre côté,
Il attend que le lion re-rentre dans la grotte et il va le suivre. Et là, il sait que le lion donc, est pris au piège dans sa propre demeure. Et donc l'inéluctable se produit. Entré dans la grotte, le lion pris au piège saute sur Hercule. Hercule l'évite ses griffes de justesse pour ne pas se faire dépecer. Et se retourne et puis saute à son tour sur le lion et puis va l'enlacer avec ses bras et puis le prendre par son cou et l'étouffer progressivement. Et lentement, il va arriver à étouffer le lion et le lion va mourir. Alors, continuons ce travail d'interprétation. Et on a vu que du coup, Hercule il doit opérer à un transfert de conscience. Donc il doit passer de la sphère de la personnalité à la sphère de l'âme. Donc la sphère de la personnalité, là où régit sa volonté personnelle, à la sphère de l'âme, là où régit la volonté globale, la volonté d'ensemble. Et pour que ce transfert se fasse, la sensibilité d'Hercule, ça ne suffit plus. Il va falloir, comme il l'avait fait avec ses précédents tableaux, là, il va falloir opérer autrement. Et il va falloir utiliser son mental pour opérer au transfert. Donc pour comprendre cela, je vous ai fait un autre schéma où j'ai représenté dans un premier temps une sphère qui est la sphère de la volonté globale. Donc là on est sur les plans subtils, on pourrait dire le plan de l'âme, le plan abstrait, et on a ces trois qualités que je vous avais dit au départ, la volonté, l'amour et l'intelligence créatrice. Et j'ai fait une deuxième sphère en bas, où on a la sphère de la personnalité, avec la volonté personnelle. Et on va voir qu'entre les deux, ce qui va être nécessaire, et ce que nous montre Hercule, et du coup ce travail avec le lion, c'est ce tunnel. Ce tunnel qu'il y a entre les plans concrets et les plans abstraits. Et donc c'est le mental qui va servir de pont entre les deux. Et là, qu'est-ce que nous indique le travail d'Hercule? C'est que le lion, lui, il représente cette sphère de la volonté personnelle. Et donc, il est dans cette récupération de je monte en haut et je redescends en bas. Il est sans cesse dans un va-et-vient. Et donc, du coup, il va gonfler sa personnalité en cherchant à récupérer toujours des qualités d'en haut pour les ramener en bas. Et ce qui va nous donner, ici, la récupération donc, de la volonté personnelle. On va avoir récupéré l'amour, ça va devenir de l'amour affectif. Et pour l'intelligence, on va avoir une intelligence créatrice formelle. C'est-à-dire qu'on va toujours créer des formes pour amener des solutions pratiques aux problèmes. Alors on a dit, ce mental, c'est la grotte du lion. On peut considérer le mental comme étant un sixième sens. Donc il est capable de convertir des idées qui sont abstraites vers le mental concret, vers le plan physique du monde dans lequel on vit. Alors, si le mental est uniquement tourné vers le monde d'en bas, ça donne comme on l'utilise quotidiennement. Donc, on a des idées concrètes, on a des solutions pratiques, on a des désirs, des amours affectifs, et on a une forte volonté personnelle pour répondre à un but personnel. Alors que si le mental est orienté dans le monde abstrait, là, on est orienté vers donc, des idées abstraites, c'est-à-dire des lois universelles, des principes. Et là, ça ne donne pas du tout la même chose. Si on regarde le travail d'Hercule, Hercule, lui, ce qui lui est demandé, c'est de passer donc, du coup, de cette sphère avec sa volonté personnelle à la sphère où il y a la volonté globale. Le travail du lion va se focaliser sur l'aspect volonté.
On va voir que dans les autres travaux qui vont suivre, on va avoir ce même travail du mental, mais qui vont être le transfert de l'amour affectif en amour global, et un autre travail encore qui va être le travail du transfert de l'intelligence à l'intelligence abstraite. Alors, pourquoi le lion il joue avec Hercule au départ, quand il rentre et il ressort de la grotte? C'est pour nous signifier que c'est comme nous, quand on commence à prendre conscience du monde de l'âme, donc d'idées abstraites ou d'une volonté d'ensemble qui existe, on va chercher à les puiser dans ce monde-là. Et on va aller faire ses courses comme dans un magasin. C'est-à-dire qu'on y va, mais on n'y reste pas. On prend ce qu'on a besoin et puis on se gonfle avec dans notre personnalité. Donc ça va amener, dans le monde que l'on vit, des fortes personnalités qui ont tout un tas de connaissances, qui distribuent la connaissance et qui vont s'enorgueillir avec. Et qui vont attirer tout un tas de personnes parce qu'ils ont une certaine rayonnance. Ils sont, malgré qu'ils soient peut-être gonflés d'orgueil, mais ça leur permettre de distribuer quelque chose et d'exister pour cela. Donc ça, c'est le lion qui va et qui vient d'en bas en haut et qui ramène d'en haut ce qu'il a trouvé pour l'utiliser en bas. Alors, que fait Hercule pour arrêter ce va-et-vient? Eh bien, il bouche. Il va boucher cette première entrée là. Donc, il a vu le lion qui était monté. Lui aussi était venu. Il est revenu ici. Il a bouché l'entrée. Il est repassé là-bas. Et puis, il a attendu que le lion redescende. Et là, le lion était coincé. De manière à ce que le lion, il reste là-haut, puis qu'il soit étouffé dans le tunnel. Alors pourquoi est-ce qu'on va parler d'un lion étouffé? On pourrait dire qu'il y a l'air qu'on respire ici, en bas, et puis il y a l'air qui respire en haut. Alors normalement, on pourrait dire qu'on va aller insuffler l'air d'en haut pour pouvoir en imprégner jusqu'à devenir pleinement toutes ces qualités qui sont en haut. Mais que fait le lion, lui? Lui, il inspire pour juste en récupérer quelque chose. Donc Hercule, lui, il va lui boucher son retour. Et donc, le lion qui est parti là, il n'est pas capable de respirer cet air. Lui, le seul air qu'il est capable, c'est celui-là. Donc, il va être étouffé. Il ne va plus pouvoir respirer. Donc là, on pourrait dire qu'il faut arriver à discerner entre une respiration qui est un alignement vers des énergies plus subtiles, quand on cherche à inspirer ses qualités supérieures, donc là, la volonté supérieure, d'une respiration qui est un besoin pour la personnalité. Parce que on voit qu'aujourd'hui, on a beaucoup de techniques de respiration qui nous permettent d'aller mieux. Et ça peut être très bien. Par exemple, quand on est à trac ou quand on est en stress, on va prendre quelques respirations pour pouvoir se repaiser. Et du coup, là, on ne parle pas de cette respiration. La respiration que l'on indique, c'est comment arriver à respirer des qualités fondamentales, les qualités de l'âme. Donc, il y en a une qui va être au service de cette intention fondamentale et qui va amener les qualités de l'amour sur le plan de la personnalité, alors que la seconde, c'est plutôt, elle va toujours plus nourrir la personnalité. Et du coup, cette personnalité, elle va toujours s'affirmer toujours plus. Donc ce travail-là, on le voit que Hercule le fait, il coupe la personnalité de son air habituel et il l'oblige à respirer cet air nouveau, cet air sans pouvoir en ramener quoi que ce soit, en bouchant le tunnel. Et on voit que c'est à chacun d'entre nous d'être révélateur de ces qualités-là, d'une manière autonome, en allant chacun respirer cet air dans ce mental abstrait. Donc c'est pas le travail d'une seule personne, c'est un travail qui doit se faire par le groupe que nous sommes en tant qu'humains, car le plan global, il ne pourra pas être révélé par une seule personne, un seul initié qui arriverait à respirer ces qualités. Non, le plan, il va se révéler quand chacun d'entre nous,
on aura insufflé dans ces qualités de l'âme, puisque l'âme, elle est en chacun de nous. Donc du coup, elle va se révéler au travers de chacun de nous, et à ce moment-là, le plan d'ensemble va être révélé par les qualités que chacun va pouvoir être en mesure de rayonner ou de transparaître. En conclusion, on peut revenir sur le fait que Hercule avait tué ce premier lion pour l'affirmation de sa personnalité, sa volonté personnelle. Et il avait dépecé le lion et le mis comme une veste. Et ben là, il va faire la même chose, seulement comment il va faire pour arriver à dépecer le lion alors qu'aucune arme n'arrive à transpercer sa peau? Ce lion qui est invincible à l'épée, au couteau ou avec les flèches, eh ben, il va trouver une astuce, il va prendre les propres griffes du lion pour le découper. Alors l'instructeur, il a vu Hercule effectuer son travail, et du coup il le félicite. Il lui dit, bravo, tu as réussi ton travail, je vais aller prévenir le grand être de ta réussite. Et le grand être, il apparaît, alors pas en visuel, mais on entend sa voix. Et autant Hercule que l'instructeur entendent un « je sais ». Et là, le grand être, en affirmant ce « je sais », il affirme qu'il a vu Hercule réussir son travail, mais c'est plus implicite que ça, c'est-à-dire que ça nous dit que le grand être affirme le fait qu'il y a un plan d'évolution d'ensemble. Il affirme le fait de l'existence de cette volonté impersonnelle. Et on retrouve ce fait de cette volonté supérieure dans une phrase qui est très connue, qui est dans la Bible, quand Jésus est sur la croix. Et quand Jésus il est crucifié, il est sur la croix et il dit que ta volonté soit faite et non la mienne. Et là, c'est une reconnaissance d'une volonté supérieure qui préexiste et qui doit amener l'amour sur Terre. Et on pourrait ajouter du coup que ta volonté soit faite et non la mienne, pour que l'amour soit roi. Alors voilà, c'est la fin de la conférence. Juste pour dire que du coup, rappelez que lors des prochains travaux en Vierge, on va travailler le transfert de l'amour affectif en amour global. Et en Balance, ce sera le travail de l'élévation de l'intelligence formelle à l'intelligence abstraite. Donc c'est sur cette note que ça se termine, et puis je vous remercie beaucoup de votre attention.